Allez, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir ouvrir le premier conseil municipal de l'année. Pour commencer de manière formelle, je vous propose de procéder à l'appel. C'est Olivier qui sera en charge du secrétariat pour la séance, mais afin de gagner du temps, je vous propose de mener l'appel. Allez, c'est parti. Fabien Frechter est présent. Olivier Melsens présent. Ida Gontier présent. Paul Malray présent. Louisette Félière est là. Michel est là. Marie-Claude Bourdon-Benamou est ici. Carole Godard présente. Olivier Lugic présent. Eugène Dalle présent. Socrate Gabrielides présent. Philippe L'Enfant a donné pouvoir à Georges-Édouard Bach. Abderrahim Chaboun est présent. Caroline Pisica a donné pouvoir à Eugène Dalle. Catherine Charuel est présente. Georges-Édouard Bach est présent. Rania Slim est présente. Anthony Herry est présent. Maria m'a donné pouvoir. Sophie Garec a donné pouvoir à Anthony Herry. Nina Rejdalourtelli arrive, elle arrive. Cyril Aufrechter est présent. Pascal Dehay est présente. Julien Fréjabu est présent. Philippe Lussot est présent. Fabienne Huard a donné pouvoir à Thierry Huret. Fabien Lemoine est présent. Blaise François Dainville est présent, ainsi que Jean-Marie Moreau, Myriam Leblay, Christian Lelièvre, lui, ayant donné pouvoir à Pascal Dehay, Nadia Benalla ayant donné son pouvoir à Cyril Aufrechter et Thierry Huret étant présent. Hop là. C'est reparti. Bonsoir à toutes et à tous. Ce conseil municipal est donc particulier. D'abord, en effet, parce que c'est le premier de l'année. Et puisque nous sommes encore pour quelques heures au mois de janvier, il est encore temps de vous souhaiter à toutes et tous une merveilleuse année 2023. Pour Verneuil, cette année s'annonce très dense. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais nous allons avoir de nombreux projets qui vont voir le jour, avec d'abord de nouveaux aménagements dans les prochaines semaines. C'est par exemple le parc Saint-Martin à côté qui sera revégétalisé et orné d'un superbe kiosque que vous découvrez en centre-ville. Et 2023 sera également l'achèvement du parc Marcel Gottlieb, que nous attendons avec impatience. Nous allons également avoir le lancement des travaux de rénovation du collège Jean Zay, menés main dans la main avec le département, véritable travail d'orfèvrerie afin de limiter au maximum, et là jamais totalement, les conséquences sur le quartier. La végétalisation d'écoles, et notamment de Dolto, avec l'école, la crèche et le centre de loisirs, l'arrivée de nouveaux commerçants, fleuristes, maraîchers, traiteurs, mais également l'ouverture des nouveaux locaux d'Enzis, avec 200 emplois à pourvoir dès les prochaines semaines et une inauguration où vous serez tous conviés. Le lancement des travaux du poléol des Clairières, avec dans le même temps la création d'un réseau de pistes cyclables sur le secteur et la mise en place du stationnement résidentiel. Le retour des vraies fêtes de Verneuil dans un format encore plus festif, une saison culturelle de qualité et des moments festifs incroyables, mais nous allons encore réserver quelques surprises. Mais déjà, je me réjouis, car lors des vœux à nos seniors, vous étiez présents et ce sont plus de 575 personnes qui étaient au rendez-vous, ce qui est un joli record. Mais aussi l'inauguration d'une maison des médecins, d'une maison de la parentalité, une ressource pour les familles qui se situera au Champ-Clos, et puis la mise en place avant l'été du système de vidéoprotection sur la ville, ainsi que de nouveaux équipements sportifs, City Stade à Coubertin, un terrain 3x3 à Ponce et un parcours santé sportif dans le bois de la demi-lune. Enfin, peut-être juste évoquer la création de nouveaux dispositifs avec des gymnases ouverts pour notre jeunesse les vendredis soirs, et bientôt les chantiers jeunes qui seront lancés pour l'été prochain. Bien évidemment, mon objectif n'est pas de faire une liste à l'après-vert, je pourrais la continuer de toute manière assez longuement, car de très nombreuses autres nouveautés vous attendent à Verneuil en 2023. Cela dit, je ne vais pas faire plus long et en guise de conclusion, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous re-souhaiter une excellente année 2023, une année particulière pour notre mairie, puisqu'elle commence, vous le savez, avec un nouveau directeur général des services en la personne de Pascal Pétel qui est à ma gauche. Une année spéciale également, puisque dans quelques instants, grâce au travail des services qui ont été longs et compliqués, nous allons pouvoir pérenniser nos conseils municipaux ici même à l'espace Maurice Béjart, et je sais que c'était une demande commune de tous les élus. Et enfin, une année exceptionnelle parce que nous allons la passer ensemble au service des Verneuiliennes et des Verneuiliens. Bonnes années à toutes et à tous, et je vous propose de commencer immédiatement par
l'ordre du jour qui s'ouvre sur l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 décembre 2022. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cet ordre du jour, sur ce compte-rendu? Je propose qu'on considère qu'il est voté. De toute manière, il n'y avait pas vraiment de remarques. Allez, on le considère voté et je propose de passer à la première délibération, qui est donc celle que j'évoquais à l'instant, pour pouvoir définir de manière plus pérenne que le lieu des conseils municipaux soit cette salle même. L'objectif était évidemment d'avoir un espace qui soit accessible, mais également confortable et, si possible, un minimum chauffé, et par ailleurs qui ne perturbe le moins possible les associations et l'activité culturelle. Je remercie encore une fois les agents de Béjar, puisque c'est pas simple, il y a beaucoup d'expositions dans cette salle, mais nous avons élaboré un calendrier qui vous sera repartagé s'il ne l'a pas déjà été, afin que vous ayez ces dates qui jusqu'à encore quelques heures étaient en calage. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, c'était une demande commune de l'ensemble des groupes. Le cas échéant, je vous propose de la mettre aux voix. Moi j'ai une remarque. Allez-y. Effectivement, les différents groupes d'opposition avaient fait une demande écrite. Mais donc vous nous avez répondu qu'en fait la justification c'était que le lieu ne se prêtait pas trop finalement à cette mise en scène sonore et, et visuelle. Moi j'ai juste une question, quel est le... Oui, c'est bon, je peux finir. Merci, c'est gentil. J'ai juste une question, quel est le surcoût, s'il y a un surcoût finalement à délocaliser, et puis pourquoi, ou qu'est-ce qui fait peur à la majorité? La salle du conseil est très bien, tout le monde l'a connue. Alors, je vais vous répondre. Je vois Michel Devgé Non, qui mais se je vais marre, répondre. et monsieur Melsens. Monsieur Bacle, vous avez l'air bien agressif ce soir. Ah non, mais s'il vous plaît, honnêtement, je vais vous répondre. je ne fais que m'échauffer. Eh ben, c'est parti. Donc, laissez-moi finir ma question. Donc, allez-y. qu'est-ce qui vous dérange, globalement? Mais rien. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est la promiscuité, c'est les gros plans des caméras. Alors, je vais vous répondre. Il y a quelque chose je peux vous répondre qui m'interpelle. Voilà. Maintenant, je viens de finir ma question. Merci. La réponse est très simple. Deux choses. La première chose, c'est que sur les 2 dernières années, la promiscuité en période Covid faisait que ce n'était pas utilisable. Deuxième chose, par ailleurs, elle n'est pas du tout équipée pour un fonctionnement moderne. J'entends par moderne filmer. Nous ne pouvons pas filmer dans la salle du conseil. C'est les prestataires qui le disent, c'est un regard technique, ce n'est pas un regard politique. Et puis par ailleurs, si je puis me permettre, ça fait déjà des années que la chose avait été évoquée, à tel point, souvenez-vous-en, que parce que nos secrétaires de séance étaient tassés, que le public lui-même était tassé, mon prédécesseur Philippe Tautou organisait déjà une bonne partie de ces conseils municipaux ici même. Nous revenons donc à la normale. Ça ne veut pas dire que ponctuellement on ne peut pas avoir des réunions dans la salle du conseil municipal, mais si vous voulez des conseils filmés, ce n'est pas possible. Or c'était une promesse, donc nous allons la porter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je propose de la mettre aux voix. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'abstention. J'en déduis que c'est adopté. Et je propose de laisser à Abder nous lire la délibération relative à l'adhésion de la commune de Chambourcy au syndicat intercommunal Andy Val-de-Seine. Bonsoir. Donc c'est une adhésion de la commune de Chambourcy au syndicat intercommunal Val-de-Seine. Donc c'est une proposition que je propose. Elle était déjà votée par le comité intercommunal le 21 décembre par un avis favorable à l'adhésion de la commune de Chambourcy. Et conformément à l'article L 5211, donc les membres de communes du syndicat doivent émettre un avis sur cette adhésion dans un délai de 3 mois suivant l'avis du comité syndical. Donc aujourd'hui, il faut un avis pour cette adhésion de la commune de Chambourcy, qui est quand même très intéressante par rapport à des terrains que la commune... C'est coupé? Non, ça va. Ouais. Des terrains qu'il peut nous céder à quand même des prix défiant toute concurrence pour des projets futurs, soit pour des établissements, soit pour des institutions accueillant des personnes handicapées. Voilà. Merci beaucoup Abder. Je vous propose, sauf s'il y a des questions et des remarques,
de passer au vote, puisque c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous savez, il faut que toutes les communes qui sont membres d'Andy Val-de-Seine puissent délibérer afin que cela soit adopté. Juste une information, c'est la 35e commune qui va intégrer le syndicat intercommunal. Et j'en profite pour rappeler que c'est toi, Abder, qui pilote les finances aujourd'hui. Oui, tout simplement, oui, Juste je suis syndicat. tout à fait. Je suis le trésorier du syndicat intercommunal. Allez, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? J'en déduis que c'est adopté à l'unanimité. Il faut éteindre les micros quand vous avez fini de parler, D'accord. par contre, sinon ça fait planter en effet le système. Je vous propose de passer à la troisième délibération. Elle est relative à un avis de la commune sur le projet de modification générale du plan local d'urbanisme intercommunal. Je te laisse peut-être la main, Ida, pour le présenter. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement, puisqu'on l'a déjà vu en commission, les modifications du plan local d'urbanisme intercommunal, autrement PLUI, qui a été proposé par le Grand Paris Seine-et-Oise et qui a été approuvé le 16 janvier 2020. Il a été mis à jour par arrêté les 10 mars 2020, les 15 décembre 2021 et les 22 juin 2022 et modifié sur la commune de Guerville par délibération du 30 juin 2022. Afin de tenir compte de l'évolution des projets et pour tirer les conséquences de ces dernières années d'application, une première procédure de modification générale a été engagée à l'initiative du président de la communauté urbaine en mars 2021. Cette première modification poursuit notamment les objectifs suivants: corriger des erreurs matérielles et améliorer la lisibilité du dossier du PLUI, clarifier certaines règles écrites pour une meilleure compréhension et application du règlement, ajuster et préciser certains zonages réglementaires pour mieux adapter le zonage au regard du contexte environnant ou des dynamiques de projet. Ces évolutions mineures portent principalement sur des changements de catégorie au sein de la zone urbaine mixte, d'une zone urbaine spécialisée. Quelques adaptations de zonage visent à assurer davantage de cohérence avec les risques naturels ou la qualité des paysages. Ajuster ou supprimer des prescriptions graphiques, par exemple la réduction ou suppression des créations d'emplacements réservés, l'ajout ou suppression des linéaires commerciaux, des compléments en matière d'étiquette de hauteur, l'ajout d'un changement de destination possible, visant la valorisation de constructions existantes en lien avec l'accueil du tourisme en zone naturelle ou agricole. Alors, je peux tout vous lire, mais je veux rapidement. La commune, en fait, a demandé. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'entièreté du document ou pas? Sachant qu'on avait déjà vu une grosse partie en commission. Donc Verneuil avait proposé quelques modifications à GPSO qui donc nous demande, qui a bien pris en compte nos demandes et nous demande de les valider aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, allez-y. J'avais juste une question que je n'avais pas soulevée en commission. C'est est-ce qu'il y a simplement des choses que la mairie a souhaité avoir, il n'a pas eu en retour de GPSO? Non, en fait, toutes les propositions qu'on avait demandées, elles étaient assez limitées, elles ont toutes été acceptées. Par contre, évidemment, nous sommes toujours en négociation sur le PLUI, sur des choses qui ne sont pas de l'ordre de petites modifications, mais qui sont sur des gros chantiers, notamment tout ce qui est zone des trois étangs, pointe de Verneuil, etc. Mais ça, c'est à part. Là, on est vraiment sur des petites modifications qui étaient souhaitées. Pas tout à fait. Pour ce qui est de ces modifications, est-ce qu'il y a... Excusez-moi. Oui. Moi, j'ai une question. Ah, pardon, vas-y. Non, mais vas-y, après toi. Non, vas-y, je conclurai. Ouais. Oui, effectivement, vous avez conclu en disant qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été présentées puisque ce sont des chantiers dont on parle depuis déjà quelques années. La RD 154, où effectivement dans le projet de PLUI, l'emprise de la RD apparaît toujours. Or, récemment, vous avez dit, je crois lors du déjeuner des anciens, en tout cas je n'étais pas là, mais c'est ce qui m'a été rapporté, que ce projet ne verrait pas le jour. Donc si effectivement nous sommes sûrs que ce projet ne verrait pas le jour, pourquoi ne pas avoir demandé finalement à la communauté urbaine d'enlever bonnement et simplement le tracé? Parce qu'il s'agit plus que d'une simple modification. Donc c'est ce que je disais, pour la zone des trois étangs, pour la pointe de Verneuil, pour d'autres types de zonages et notamment pour les zones qui sont réservées, puisque c'est pas un zonage, c'est les réservés pour la RD 154, ça ne dépend pas de ce type de modification. C'est la procédure de révision. C'est ça. Et ce ne sera pas la modification. Et ça interviendra un peu plus tard, et pour l'instant on n'a pas les dates en fait, de cette Ça veut dire quoi un peu plus tard?
Bah, justement, GPSE ne nous a pas encore communiqué la date pour cette révision. Alors, donc, d'expérience, moi j'ai pas cette expérience, hein, je ne sais pas si grand monde l'a d'ailleurs autour de la table, mais d'expérience, quels sont les délais sur des projets structurants comme l'RD 154, ou d'ailleurs, vous faisiez allusion à la zone des trois-étangs. Dans cette même salle, il y avait eu, il y a quelques mois, une réunion avec le quartier des Clairières à laquelle j'ai assisté. Vous avez évoqué les logements qui se construisaient derrière la gare. Pareil, cette zone-là n'a pas évolué. Et puis, effectivement, on a la financière des travaux publics qui vient de s'y installer. Donc, a priori, sur un bail relativement long et puis un équilibre budgétaire par rapport à un investissement conséquent relativement long. Donc, non, mais j'anticipe par rapport aux procédures d'éviction qui sont nécessaires en général. Donc, en fait, ok, ce sont des projets à très long terme. Mais en gros, quelle est la périodicité des révisions que l'on peut espérer avec GPSO? Alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre les zonages, puisque par exemple le siège d'Enzis qui s'implantera sur la zone des trois étangs n'est pas dans le même zonage que le quartier qui est envisagé. Et c'est pour ça que nous avons accepté qu'Enzis s'implante, puisque c'est une zone naturelle et non pas une zone qui peut être dédiée à des entreprises sur le PL8 tel qu'il est aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que oui, c'est long, oui, c'est du travail. Oui, je ne vais pas vous dire ce soir un timing précis, puisque je n'aurais pas été capable, il y a encore quelques mois, de vous dire que nous aurions été capables ce soir de passer ce projet de modification avec autant de choses dès maintenant. Mais oui, ça peut prendre du temps, et de toute manière, on n'est pas pressé, puisque sur les différents espaces de la commune, il vaut mieux y aller doucement, mais correctement, et c'est dans cet esprit que nous travaillons. Monsieur Moreau, il y avait une question supplémentaire. Oui. Vous êtes en capacité de dire combien de modifications sur ce PLUI proviennent de la concertation publique sur le site de révision du PLUI? Je ne sais pas le sens de votre question en fait. Comment? J'ai pas compris la question. Bah, la GPSO a fait Oui. un site internet sur lequel les habitants de la ville pouvaient poser leurs remarques ou demander des modifications. Mais il me semble que c'est pas encore ouvert justement. Bah, ça a été ouvert en fin d'année dernière. En tout cas, j'ai pas les conclusions là-dessus. Donc là, ce qu'on nous présente ne tient pas compte de ce que les riverains ont indiqué. Voilà, c'est juste les demandes de la mairie là en fait. D'accord. Les demandes de la publiques, mairie qui datent de quelle date? Parce qu'on n'a pas les informations sur la délibération. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce sont des demandes agrégées. Autrement dit, il y avait des demandes qui dataient d'avant notre arrivée, qui ont été agrégées aussi à des demandes qui proviennent depuis notre arrivée. Mais c'est le service urbanisme qui les gère. Il y a des demandes qui sont remontées par la mairie de la part de riverains. Ce ne sont pas des demandes qui sont des transformations totales du PLUI, donc c'est toujours des petites retouches. Hein. C'est vraiment mineur, entre guillemets. Cela dit, le service urbain est à votre entière disposition si vous voulez le consulter. Vous avez de toute manière, et je peux vous-même le mettre à disposition ce soir, vous avez ici tous les documents qui existent, avec zonage par zonage, tout ce qui est retouché. Ce n'est pas une révolution du PLUI, mais ce sont des petites modifications qui étaient demandées par des riverains, parfois pour de la protection de cœur d'îlot, parfois pour pouvoir améliorer la protection d'espace. Et en tout cas, nous avons veillé en effet à ce qu'il n'y ait aucune de ces modifications qui n'aille pas dans le sens de notre politique générale, à savoir une limitation de l'urbanisation. Pardon. Juste pour revenir sur la date, en fait, on a fait la demande le 22 juin 2021. Ok. Voilà. Et si jamais vous voulez des compléments, il n'y a pas de souci, avec le service urbanisme, on pourra vous les transmettre. Non, mais j'ai pas pu assister à la commission, donc il n'y a pas de souci, j'en reparlerai. On en reparlera. Sur la pointe de Verneuil, il y a quand même des informations qui sont notées. Le 15 décembre, vous me faisiez part de surprises. Si c'est ça, les surprises, c'est assez inquiétant, parce qu'on ne sait pas où on va. Concernant les révisions de la ville, à aucun moment je vois de demandes qui ont été faites par rapport au boulevard actuel de la RD 154. Donc vous faites une consultation actuellement sur la réhabilitation du boulevard André Malraux, sauf qu'il n'y a aucune information qui filtre sur ce PLUI. Mais c'est pas dans le PLUI, ce type de modification, si je puis me permettre. Ça n'a rien à voir. Hein. Le PLUI, c'est un zonage d'urbanisme, pas de travaux. C'est un zonage d'urbanisme et qui tient compte aussi des aménagements. Ah non. Donc sur le boulevard André Malraux, il y aura des aménagements. Ah ben, si demain vous voulez faire un rond-point sur le boulevard André Malraux, il n'y a pas besoin de demander au PLUI, hein, il n'y a pas de modification. Là, c'est technique, mais dans les faits, il n'y a pas besoin. Ok. Et donc on en conclut que sur ce que vous disiez, c'est juste des petites modifications. Vous attendez la prochaine révision du PLUI. Autant que, si je ne dis pas de bêtises, la prochaine révision du PLUI aura lieu en 2026. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les projets que vous avez évoqués, entre autres les travaux de l'autre côté de la voie de chemin de fer, c'est des choses qui ne pourront pas avoir le jour avant 2026, puisqu'il n'y aura pas de révision du PLUI avant.
Et les autres travaux, les autres projets d'urbanisme qui sont prévus dans le centre-ville, c'est des choses que vous allez solutionner comment? Alors, je te laisse peut-être commencer, Ida, si tu veux. Je te laisse commencer par les réponses sur les contributions. Oui. Et ensuite, j'enchaîne. Donc simplement pour revenir sur la question que tu avais posée tout à l'heure par rapport aux contributions. Donc, je vais te lire le paragraphe parce que je l'ai retrouvé du coup. En date du 22 juin 2021 et par courrier, la commune de Verneuil-sur-Seille a transmis ses demandes d'évolution du PLUI. Suite aux échanges techniques entre la ville et les services de la communauté urbaine, entre juillet et octobre 2021, la présidente de la communauté urbaine, par courrier du 27 décembre 2021, a acté les sujets devant être intégrés dans la modification du PLUI. Une phase de concertation avec la population s'est déroulée du mois de octobre 2021 au 1er juin 2022. Un bilan de cette concertation a été dressé par la communauté urbaine le 22 septembre 2022. À l'échelle du territoire, 484 contributions ont été enregistrées, seules 227 étaient recevables dans le champ limité de la procédure de modification et 77 ont été retenues dans le projet de modification en accord avec les communes concernées. C'est sur la commune de Verneuil-sur-Seine qu'a été enregistré le plus grand nombre de contributions, 48 contributions, notamment la protection de la place Charles de Gaulle pour 42 d'entre elles, l'identification dans le patrimoine remarquable de l'ensemble bâti du 13-19 boulevard André Malraux et le projet de déviation de la RD 154. Ainsi, les points suivants sont intégrés dans le projet de modification. Modification des ensembles cohérents urbains pour accroître l'emprise au sol. Identification de 2 ensembles bâtis boulevard André Malraux. Création d'un emplacement réservé pour l'extension de l'hôtel de ville. Suppression de l'emplacement réservé VES 10. Matérialisation du linéaire commercial boulevard André Malraux. Ajout d'une lisière de jardin CIL au sud de la commune entre la zone UDA et la zone NEE. Extension des espaces collectifs végétalisés ECV sur la copropriété des Gros Chênes. Changement de zonage sur la pointe de Verneuil et suppression du zoom de l'OAP du secteur à enjeu métropolitain numéro 10, le quartier Pointe de Verneuil. Alors, pour ce qui est de ces modifications mineures, voilà ce qu'il en est. Peut-être juste, par contre, si je puis me permettre, vous répondre sur la pointe de Verneuil, puisque je pense que si vous n'avez pas constaté la bonne surprise, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le savez, si vous vous souvenez de l'historique du projet d'Urbanera, ce projet impliquait des promesses de vente. Vous vous souvenez que ces promesses de vente ne sont pas valides indéfiniment. Et vous vous souvenez qu'au tout début du mandat, il y avait un adjoint ici présent, en la personne de Jeanne Dalle, qui avait dit dans cette salle que nous allions travailler afin que les 2 millions d'euros investis par Urbanera sur la demande de Philippe Tautou ne soient pas payés par la commune. Le problème, c'est que malheureusement, en justice, nous aurions perdu. Donc il nous a fallu trouver un accord avec eux, et cet accord, évidemment, eh bien, il apparaît de manière un peu invisible, un peu transparente, tout simplement en ce que la promesse de vente d'Urbanera est tombée au 31 décembre 2021. Donc, 2022, pardon. Non, par Monsieur le maire, conséquent, ce qui est tombé au 31 décembre c'est 2022, la promesse. c'est la maîtrise foncière des terrains de la Pointe de Verneuil par les FIF. Non, Si. non, c'est différent. Ah, si. Non, ça c'est quelque chose d'autre. Non, la base, vous mélangez monsieur deux le sujets. Non, c'est vous mélangez deux sujets. C'est vous qui arrangez Pour la les FIF, vérité. Non, les FIF, je vais vous répondre. Je peux vous répondre après. Non, Et d'abord- prenez la jeunesse, c'est les psys. Ah, on est censuré maintenant. Non, c'est pas de la censure, c'est du dysfonctionnement. Mais Les d'une- FIF, la jeunesse, c'est les FIF. Alors, je vous le refais. Donc, commencez dans l'ordre. Non. Les terrains aujourd'hui appartiennent à qui? Alors, on le refait dans l'ordre. Aujourd'hui, la promesse de vente, ou plus exactement la promesse d'achat d'Urbanera est tombée. La ville n'est donc plus liée à ces 2 millions d'euros qui nous étaient demandés. Nous avons donc fait une économie de 2 millions d'euros. Premièrement. Deuxièmement, oui, il y a toujours un contrat qui nous lie à l'EPFIF. Et en effet, leur demande est tout à fait recevable. Nous allons, et nous avons commencé, vous l'imaginez depuis quelques mois, travailler avec eux sur les options que nous pouvons. Moi, j'ai toujours dit que j'étais plutôt pour un rachat de ces espaces, parce que qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse même de projets de n'importe quoi, renaturation, n'importe quoi, ça fait partie des valeurs que nous portons. Et j'ai toujours dit que je n'étais pas favorable à pouvoir en être à l'initiative, soit pour des questions de rentabilité, un terrain qui vaut 1 million qu'on peut revendre plus, c'est très bien, soit qu'on peut évidemment renaturer, et donc être dans une meilleure dynamique vis-à-vis de nos obligations de renaturation, que ce soit sur la ville ou sur la CU. Mais bref, aujourd'hui tout ça, ça sera le travail de ces 12 prochains mois, puisqu'avec les FIF, nous avons convenu que nous nous laissions jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir aboutir à une solution. Vous avez raison, la convention avec les FIF tombait au 31-12. Mais il se trouve que nous avons décidé communément avec l'EPIF et surtout GPSEO
de nous laisser 12 mois complémentaires afin d'aboutir d'ici la fin de l'année à quelque chose, à de bonnes nouvelles, comme je disais. Mais déjà, la bonne nouvelle et la meilleure surprise que je peux vous faire ce soir, c'est qu'on évite 2 millions d'euros. Et ça, vous savez quoi, c'était pas gagné. Eugène Dalle avait commencé, et je le reconnais. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'avec IDA, ça a été un gros travail parce que c'était jusqu'à la fin un véritable bras de fer, puisque vous imaginez, vous les connaissez, ils sont revenus jusqu'à la dernière minute. Si je peux me permettre de rebondir, donc très bien, vous étiez engagé que l'abandon du projet de la marina ne coûte rien à la ville de Verneuil. Donc c'est très bien, vis-à-vis d'Urbanera, tant mieux. Par contre, vous avez dit que vous n'étiez pas opposé à racheter les terrains. Donc ça veut dire que ça va coûter à la ville. Ou ça peut rapporter, ça dépend. Et rapporter comment ? En investissement. Après, encore une fois, la maîtrise foncière, c'est un sujet distinct. On pourra en reparler en commission urbanisme. Moi, je suis à votre disposition pour décortiquer le sujet. Mais vous savez, acheter un terrain, c'est pas forcément dépenser de l'argent. Ça peut être aussi ramener de l'argent. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On en est sur une discussion avec les différents interlocuteurs. Et durant le cours de l'année, on aura l'occasion de revenir avec plus de détails afin de vous laisser transparaître pas seulement la question financière, mais surtout la question stratégique. Donc voilà pour ce qu'il y en est. Après, encore une fois, l'avis de la commune sur le projet de modification générale du PLUI reste très en dehors de ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, encore des remarques sur cette délibération très précise. Oui. Oui, si vous m'entendez. Oui. Je voudrais parler des contributions qui ont eu lieu sur l'esplanade de la gare. Cette esplanade de la gare qui comporte aujourd'hui un espace vert. Qui est dissocié en fait en deux parties. Il y a une partie gare routière et une partie espace vert. Effectivement, il y a une partie du quartier qui s'est mobilisée, une grosse partie, puisqu'il y a eu 42 contributions sur ce sujet-là, et qui consistait à proposer de sanctuariser cette partie de l'espace vert en un espace collectif végétalisé. Je vois dans les projets que vous avez portés au niveau des Gros Chênes, il y a bien un agrandissement de l'espace collectif végétalisé, donc ça veut dire que c'était possible. Qu'est-ce qui fait que dans le cas de cette esplanade de la gare, cette demande n'a pas été portée ? En fait, pour vous répondre, nous n'avons pas forcément besoin de modifier le PLUI lorsqu'il n'y a pas de risque. Typiquement, si nous prenons le Clos du Château, le bâtiment qui vient d'être construit, il y a un triangle, vous le savez, qui est juste devant, il sera végétalisé. Je n'ai pas besoin de faire une modification du PLUI pour le végétaliser. Le PLUI, c'est un zonage, c'est une indication, entre guillemets. Bien sûr, c'est plus protecteur quand nous le pouvons. Et lorsque nous le pouvons, nous le faisons. Mais d'une certaine manière, il nous a paru plus avisé de nous concentrer sur les espaces qu'il faut protéger, en sachant que vous connaissez ma position sur la gare Verneuil-Verneuil. On n'a pas besoin de protection, puisque de toute manière, il n'est pas question qu'il y ait des constructions à cet endroit. Et dans ce contexte-là, il nous paraissait pertinent de ne pas avoir à le faire entrer dans le PLUI. Cela dit, nous allons continuer de travailler avec la CU, et s'il le faut, nous l'intégrerons. Donc c'est ça le point, c'est-à-dire qu'on sait que dans l'aménagement en lui-même de cette esplanade, il peut y avoir une volonté d'agrandir plus l'emprise de la gare routière. Il y a évidemment la question de la constructibilité, ça c'est une chose. Effectivement, tel qu'il était défini dans l'OAP, au fond, c'était réservé à plutôt une esplanade large avec un parc. En revanche, la protection juridique, elle n'est pas garantie sur l'aménagement qui pourrait être fait, puisqu'on pourrait en faire tout simplement une esplanade sur toute la zone, donc une gare routière sur toute la zone. Et c'est cette partie-là, au fond, qui pourrait être en discussion et qui pourrait nécessiter, je dirais, une protection juridique un tout petit peu plus élaborée. Alors, pour l'instant, dans le cas des discussions avec la CEU, il nous a paru pertinent d'attendre que déjà nous arrivions à l'accord. Vous savez que c'est long et c'est compliqué, parce que vous vous souvenez en réunion de quartier que les désirs des habitants et nous-mêmes ne sont pas si simples à porter. De basculer la gare routière de l'autre côté des voies, c'est pas si simple. Donc on ne va pas plus protéger l'espace tant qu'on n'aura pas abouti à quelque chose de figé. Et lorsque ça sera figé, par contre, pourquoi pas le rentrer dans le PLUI. Mais si je puis me permettre, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et pour tout le quartier et pour tous les habitants. Cette bonne nouvelle, elle est assez amusante, et je vous laisserai la découvrir par vous-même en consultant le PLUI si vous êtes curieux. Parce que je le reconnais, moi-même, je ne l'avais pas compris, je ne suis pas expert, je ne suis pas technicien, mais si vous allez dans le PLUI, vous constaterez que le plan qui avait été signé par Philippe Tautou, que vous avez vu en réunion de quartier, qui visait à transformer la gare routière pour utiliser toute l'esplanade, eh bien ce plan n'était pas conforme au PLUI, étonnamment. Et pire que ça,
que le basculement de la gare routière de l'autre côté des voies est prévu dans le PLUI. Donc c'est déjà quelque chose qui me paraît une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les techniciens étaient apparemment déjà d'accord avec cette idée, cet esprit. Nous sommes en train de travailler avec eux pour essayer de récupérer les billes et essayer de comprendre comment on en est arrivé là, en sachant que ça nous permet en tout cas de pas mal avancer et de poser les premiers pions vers des horizons qui sont moins lointaines que ce qu'on imaginait. Donc voilà où nous en sommes sur le projet de la gare. Justement, la réserve foncière qui était faite de l'autre côté de l'extension, je vous en ai parlé il y a à peu près 2 ans, vous en souvenez pas, mais je l'avais vu, justement. Bon. Et évidemment, cette extension de la gare routière, elle a été réfléchie depuis très longtemps par beaucoup de monde, parce que c'est vrai que c'est un souhait qui est de bon sens et qui, effectivement, tout le monde essaye de pousser sur ce point de vue-là. Juste une autre petite question, je pense, sur l'aspect peut-être un peu démocratique, c'est que ce qu'on voit, en fait, dans cette délibération, c'est que il y a eu une concertation qui a eu lieu ouverte au public après les propositions que vous avez faites, que la mairie a validées et que la présidente de la GPSCO a validé. C'est assez étonnant, je trouve, et assez déroutant que finalement il y ait une consultation qui soit ouverte, mais qui soit postérieure, et qui finalement, je dirais, limite la capacité à ce que les citoyens soient entendus dans le sujet. Et voilà, moi je trouve que c'est un regret sur cette concertation qui peut être utile, qui peut clairement permettre à beaucoup de citoyens de s'investir et de participer, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que il y a vraiment une capacité à décider de la GPSCO à ce moment-là. Donc on peut les intégrer à ce moment-là. Alors, bon, 3 choses. Premièrement, c'est la procédure. Si la procédure ne vous convient pas, je vous enjoins, vous avez un membre qui est à la CU à en faire part à la présidente. Et la 3e chose, c'est que ça n'empêche pas, puisque de toute manière, vous avez la possibilité, en tant qu'habitant, de poser les mêmes questions. Et il y a un recoupement après, c'est-à-dire qu'on regarde les deux, côté commune, côté habitant. Et ensuite, il y a une superposition. Et la ville travaille sur les 2 bases. Après, évidemment, sur la procédure communautaire, vous savez mon point de vue. Vous savez pertinemment ce que j'en pense de la démocratisation, de la démocratie vue par la CU. Avec moi, vous êtes d'accord avec moi, oui. Mais après, sur la procédure, c'est un peu plus complexe. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, allez-y. Allô. Toujours sur la pointe de Verneuil. Moi, je me suis intéressé aux acronymes un peu barbares d'un plan local d'urbanisme. C'est un peu compliqué. Et effectivement, donc, bon, il y avait une marina qui était prévue avec 600 logements. Et là, en fait, le zonage a changé en 2 AUE, donc zone à urbaniser à long terme à vocation économique. Donc à vocation économique. Qu'est-ce que ça veut dire vocation économique? C'est pour les Verneuiliens, c'est pas pour moi. C'est pas du logement. Pardon? C'est pas du logement, par exemple. C'est pas du logement, par exemple, d'accord. Donc où est le quartier de logement dont le maire a souvent parlé en réunion de quartier qui aurait derrière la gare des Clairières? Dans la zone des 3 étangs. Il ne faut pas confondre la pointe de Verneuil et la zone des 3 étangs. D'accord. Donc à quoi bon mettre une passerelle Non, vous confondez la zone des 3 étangs zone et des 3 la... étangs, Non, c'est non, la- mais laisse-moi finir. À quoi bon donc mettre une passerelle? Je sais où c'est la zone des 3 étangs. À la gare des Clairières, puisque vous vouliez mettre une passerelle à la gare des Clairières, vous en avez parlé, pour pouvoir accéder de l'autre côté. Oui, Mais de l'autre côté, pour l'instant, il y a des industries. oui. Et alors? Donc c'était pas prévu pour éventuellement un futur quartier de logement. Si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait la zone des 3 étangs a vocation à terme à devenir en partie urbanisée, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok. En plus des entreprises. Non, D'accord. non, 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 enfin, je sais pas, c'est Madame Godard qui intervient. non, non. Donc je sais pas, vous êtes 4 là. Bon, non, je reviens pas sur ce qui a été dit, c'est que vous avez Ensis qui est sur la zone qui est naturelle, si vous regardez le PLUI, qui est à l'extrémité ouest de la zone des 3 étangs. Ok. Donc c'était non constructible, non urbanisable, ça ne peut être qu'une entreprise. Et à l'est, vous avez un grand carré, enfin pas carré, mais il y a un grand polygone violet, qui est une zone d'entreprise et qui a vocation prochainement à subir non pas une modification, mais une révolution, si je puis dire, puisque sans cela, on ne pourra pas avoir d'urbanisation. Mais ce n'est pas les mêmes procédures. Donc là, on est sur des procédures qui sont vraiment distinctes, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'inclure du tout ce soir. Et pas sur les mêmes calendriers, c'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure, très justement tout à l'heure, M. Moreau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Alors, levez bien haut les mains, parce qu'en fait, je sais que c'est difficile pour voir. Désolé pour les crampes.
et j'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer au sujet jeunesse, puisque nous avions une convention pour un bénéficiaire. J'ai raté. Non, pardon. Nous avons la 4e délibération qui est la vente de la parcelle cadastrée AM 343 qui correspond en fait aux 73 Grandes Rues. Donc la commune est propriétaire d'un bien situé aux 73 Grandes Rues, cadastré AM 343, d'une contenance de 167 m². Ce bien a été acquis le 25 juin 2007 pour un montant de 375 000 €, d'une emprise plus importante, 465 m², dont une partie a été vendue pour la réalisation de l'opération du Clos du Verger. Depuis, la maison restante a conservé sa destination d'habitation. Elle est inoccupée depuis plusieurs années et la commune n'en a pas l'utilité. Elle n'est pas répertoriée dans le contingent des logements locatifs sociaux. Ce logement peut difficilement faire l'objet d'un changement de destination pour accueillir un service public. Pour ces raisons, la commune envisage de la céder à un particulier. Cette cession à un particulier permettra de conserver la destination du bien en logement et d'en préserver l'architecture, puisque ce bien est classé dans le patrimoine communal du plan local d'urbanisme intercommunal. La commune a sollicité le pôle d'évaluation domaniale de Versailles, service de la Direction générale des finances publiques, pour établir la valeur vénale du bien. Ce dernier a rendu son avis en date du 16 décembre 2022 et a évalué le bien à 400 000 €, assorti d'une marge de négociation de 15%, prix en dessous duquel la commune ne pourra pas céder ce bien. Cette évaluation n'interdit pas à la commune de vendre le bien au-dessus de cette valeur. Aussi, il convient que le conseil municipal approuve le principe de la vente et autorise le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires, notamment la signature des mandats de vente et des actes notariés. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération. S'il n'y en a pas, je propose de mettre au vote. Est-ce qu'il y a des... Peut-être une remarque, en fait, c'est que effectivement, en fait, vous posez la question et vous y répondez en disant est-ce qu'on aurait pu en faire un service public, une maison des opportunités, enfin plein de choses. Et vous dites on peut difficilement le faire. C'est le difficilement peut-être que vous pouvez... Il est financé. Il y a beaucoup de travaux à effectuer dessus, et notamment pour tout ce qui est accessibilité pour PMR et accessibilité pour le public en général, en fait. La valeur du bien est à peu près égale à la valeur des travaux qu'il faudrait, et encore, à mon avis, sous-estimé, si on voulait la rendre accessible au public. Je propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? J'en déduis que c'est adopté, et cette fois-ci, nous passons à la convention pour un bénéficiaire du dispositif bourse au permis de conduire, et je te laisse, Olivier, la main. Bonsoir. Dans le cadre pour la jeunesse de la ville, la municipalité a mis en place un dispositif de bourse. Cela concerne dans l'immédiat la bourse pour le permis de conduire ainsi qu'une bourse pour le BAFA. Donc, dans le cas d'aujourd'hui, la délibération, il s'agit de reconduire donc, une convention tripartite pour un bénéficiaire justement du dispositif de bourse au permis de conduire. Donc, suite à la mise en place du dispositif bourse au permis de conduire, en faveur des jeunes vernoliens âgés de 17 à 25 ans. Il avait été donc décidé de créer une commission de jury pour l'étude des dossiers de candidature. Donc un jeune a été reçu le 12 janvier, son dossier était complet, il a fréquenté les différentes structures d'accueil de la ville, à la fois Jean Zay, l'espace jeune, depuis qu'il réside à Verneuil, et il vit actuellement chez sa mère qui a élevé seule ses 3 enfants. Son dossier était recevable. Cette deuxième commission, composée de l'élu délégué à la jeunesse, en l'occurrence moi-même, le responsable jeunesse et sport et le directeur de l'espace jeune s'est réuni le 12 janvier 2023 afin d'étudier un dossier de candidature. Donc, comme je vous le précisais, dossier recevable répondant aux conditions d'attribution. La candidature ayant reçu un avis favorable, il est donc proposé d'établir une convention permettant d'attribuer une bourse au permis de conduire à ce jeune bénéficiaire. Suite à la signature de cette convention, si le bénéficiaire effectue tous ses engagements, la bourse d'un montant de 500 € sera versée directement à l'auto-école partenaire. Je vous rappelle que pour en bénéficier, il faut que le jeune soit inscrit à une des 2 auto-écoles de la ville. En l'occurrence, l'auto-école de Verneuil-sur-Seine qui est située au 4 bis rue Clairette à Verneuil. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Bon, je vous propose de le passer aux voix. Est-ce qu'il y a une opposition? Une abstention? J'en déduis que c'est adopté. Je vous remercie pour le jeune en question, mais surtout j'en profite pour vous passer le mot. Si vous connaissez des jeunes qui souhaitent pouvoir profiter de ces bourses, n'hésitez pas à faire circuler le message en tant qu'élu. Et puis même si vous nous regardez, c'est évidemment une belle opportunité pour les jeunes d'avoir ces bourses de 500 € d'accompagnement qui ne sont valables que pour les permis de conduire voiture, pas encore pour tout ce qui est moto ou autre véhicule, évidemment.
Et un premier dossier de bourse au BAFA est en étude, devrait bientôt sortir également. Juste pour information, on en est à combien de jeunes de la ville qui ont bénéficié de ce dispositif? On a eu 3 demandes, 2 sont acceptées, 1 a été refusé, ne rentrait pas dans les critères d'éligibilité parce qu'il était déjà engagé auprès de l'auto-école et avait déjà, je rappelle juste, que pour bénéficier de la bourse au permis de conduire, il faut s'être inscrit, il faut avoir réussi et passé donc le code. Et c'est au moment où on commence les heures de conduite que l'équivalent de 10 heures de conduite va être versé à l'auto-école pour participer au passage du permis de conduire côté conduite. Donc 2 en 2022 et Oui. 1 en 2023 pour l'instant. Dans l'immédiat. On réfléchit, il y avait des critères financiers, on réfléchit, savoir si on ne va pas les agrandir. On n'avait pas de recul, on avait voté un budget pour 10 bourses sur l'exercice 2022, malgré les communications multiples qui ont été faites. Le service jeunesse, comme moi-même, nous allons repasser également auprès des 2 auto-écoles concernées, parce qu'on s'aperçoit qu'elles n'informent pas systématiquement le jeune, alors qu'à la base, c'est un vrai plus de pouvoir leur donner cette possibilité. 500 €, c'est l'équivalent de 10 heures quand même. Ensuite, derrière, il faut savoir aussi qu'une partie de notre jeunesse aujourd'hui s'inscrit en auto-école après avoir passé son code sur un site internet. Donc il faut redoubler d'efforts là-dessus. Et donc les bourses, les conditions financières étaient réservées aux parents, enfin à ceux qui sont ou soit non imposables ou dans la première tranche d'imposition. Donc on réfléchit quant à augmenter, vu que de manière à pouvoir bénéficier, vu que deux bourses n'est pas encore suffisant. Voilà. Je vous propose d'avancer avec un sujet culture, la création d'un tarif unique cinéma pour le printemps et la fête du cinéma 2023. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter une délibération pour créer un nouveau tarif cinéma. Pourquoi? Tout simplement parce que pour participer à la fête du cinéma et au printemps du cinéma, c'est un partenariat public avec le ministère de la Culture et il nous impose un prix, ce qui est normal, et ce prix a augmenté. Et il passe à 5 € cette année et ce tarif n'existe pas au cinéma à l'espace Maurice Béjart. Donc je vous demande d'autoriser la création de ce nouveau tarif à 5 € pour que nous puissions participer au printemps du cinéma et à la fête du cinéma. S'il y a des questions ou des remarques, je propose de le mettre aux voix. Abstention? Opposition? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer à la convention que vous connaissez bien maintenant de partenariat entre la ville et l'école Notre-Dame-les-Oiseaux pour l'année scolaire 2022-23, en te laissant la main, Anthony. Si ça marche. Oui, bonsoir. Donc c'est la reconduction de cette convention, comme chaque année, effectivement. Donc c'est pour la mise à disposition de 2 éducateurs sportifs de la ville à l'école Notre-Dame. Et Notre-Dame a donc une participation financière au prorata des élèves qui sont non vernoliens. Donc voilà, il n'y a rien de plus que les autres années. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, c'est la délibération annuelle. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pardon. Oui, je ne prends pas part au vote. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote? On va faire comme ça. OK. Abstention? Opposition? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer à la mise à jour du tableau des emplois permanents, également une délibération traditionnelle. Et je te laisse, Paul, sur cette délibération. Alors, je vais présenter conjointement les 2 délibérations, celle-ci et la suivante, donc la modification du tableau des effectifs et la modification du tableau des emplois permanents, puisque c'est la même chose, vu de 2 manières différentes. Pour faire les choses rapidement, ce qui change par rapport à la dernière fois, c'est d'abord la création d'un poste en catégorie C ou B de responsable du centre de surveillance urbaine. Donc le responsable du centre de surveillance urbaine pour préparer la mise en place du réseau de caméras de vidéosurveillance. Deuxième point, pour des raisons de cohérence entre les services, il y a des changements de dénomination des fonctions des responsables de service, à l'informatique, au sport, à l'urbanisme, au service
d'accueil de la population. Les responsables de service prennent le titre de directeur, mais il n'y a aucun changement de personne, aucun changement de fonction opérationnelle. Autre point, mais moins important, création d'un poste d'agent technique d'exploitation des équipements sportifs pour accompagner le transfert des infrastructures, des services techniques vers la DEJS, donc direction jeunesse et sport, éducation jeunesse et sport. Et enfin, création d'un poste d'agent de restauration pour création d'un poste en surnombre suite au reclassement médical d'un agent qui a justifié son remplacement. Voilà, je vous demande de voter. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a Oui, des questions, sinon, c'est à voter. Pardon. Oui, en fait, on voudrait vous faire une proposition. Ce serait plutôt de faire embaucher le responsable du centre de surveillance urbaine, plutôt par le Civucop. Le centre de surveillance urbaine, c'est le centre en fait qui s'occupe de récupérer les images des caméras de la ville et de les analyser et d'avoir des opérateurs qui après vont pouvoir intervenir suite à des détections de délinquance ou des faits de délinquance. Alors, si je peux me permettre pour vous répondre, vous avez raison. Je vais juste terminer sur ce point de vue-là parce que c'est un sujet qui est important. Et vous allez y répondre après très bien, j'en suis sûr. Ce qui était important, c'est qu'il y avait un sujet de mutualisation par derrière le Civucop, et s'il y avait un objet sur lequel le sujet de la mutualisation était important, c'était sur le CSU. C'était vraiment l'endroit où on pouvait le faire. Et en plus, je trouve que ça aurait été le moyen d'expérimenter cette, on va dire, mutualisation, cette même intercommunalisation de ce centre de surveillance urbaine. Et en plus, ça aurait peut-être été un peu moins ambitieux et justement peut-être plus réussi comme première marche. Peut-être qu'on aurait pu plus facilement même convaincre Triel de rester en fait dans le Civucop pour essayer de faire fonctionner tout ça ensemble. Et je comprends que tous ces sujets sont compliqués, mais non, ça n'est pas du tout. Notre proposition, c'est de faire le recrutement de ce responsable, donc plutôt par le Civucop. Parce qu'au fond, aujourd'hui, les Verneuiliens payent deux fois. Ils payent une fois 1 million d'euros à peu près sur ce qu'ils payent pour le Civucop, et puis ils vont payer à nouveau ce salaire-là. Non, en fait, vous confondez compétences et comptabilité. Donc, si on revient sur le sujet, ce qui va se passer, c'est que l'embauche se fait sur la ville de Verneuil, mais par contre, c'est financé par le Civucop. Il y a un système de refinancement qui permet de déjouer le fait que la compétence sur le CSU n'a pas encore été donnée au Civucop, puisque la vidéoprotection est bien sur le Civucop, mais pas le CSU pour le moment. Ce sont des choses que par contre on aimerait pouvoir délibérer dans le futur. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est évidemment ce qui se passe, mais l'objectif c'est pas perdre de temps, et surtout pouvoir bénéficier de toute l'armature RH de la ville de Verneuil sur le recrutement, ce qui est plus facile que sur le Civucop où il n'y a pas en fait de RH, pas de comptable, évidemment. Donc on revient à la même chose, autrement dit, on aboutit exactement à ce que vous dites. À la fin, ça permettra d'avoir le CSU sur le Civucop. Mais c'est vrai qu'en écriture comptable, on est obligé de le passer sur la ville, d'où le fait qu'ils apparaissent sur le tableau des emplois permanents et des effectifs. Du coup, j'ai pas vu justement d'avenant ou d'annexe qui disent que, au fond, le salaire allait être repayé par le Civucop. Oui. On voit normalement, il y a une règle qui dit, et ça, elle ne fait pas partie du sujet. Donc ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas signé avec le Civucop et que c'est bien la ville de Verneuil qui va payer. Et non, je vous donne simplement rendez-vous au prochain conseil municipal où vous aurez la convention. En fait, ce décalage s'explique seulement du fait que la personne, il faut qu'elle soit d'abord recrutée pour qu'on puisse avancer. Donc en fait, on a ce petit décalage d'un conseil, mais encore une fois, au prochain conseil, vous verrez, on sera exactement dans cette situation. Je pense que je parle assez fort et Blaise va Tiens, il est mobile. C'est bon ? Oui, merci Catherine. Excusez-moi. Donc, je vais appuyer ce que vient de dire Monsieur le maire. On a reçu il y a à peu près 10 jours un courrier de la préfecture nous confirmant que le CSU
pouvait être rattaché à la compétence vidéoprotection du Civucop. Il y a 10 jours, monsieur. Bon. Et on a voté hier, au comité syndical du Civucop, la répartition des charges qui confirme que tout ce qui est vidéoprotection, y compris donc le CSU, et y compris l'exploitation du CSU, c'est-à-dire aussi les personnes qui travailleraient à temps plein au CSU, donc cette personne qui irait recrutée, rentrerait dans la part de Verneuil, du Civucop, ou de Vernouillet pour le CSU de Vernouillet. Puisque c'est la règle comptable qui a été définie au Civucop, chaque commune paye sa vidéoprotection. Donc, oui, je réponds à votre question. En effet, le Civucop est en train de s'armer pour prendre en charge financièrement ce recrutement. Mais comme a dit monsieur le maire, pour pouvoir recruter, il faut d'abord recruter ville. Le Civucop n'a pas administrativement la compétence ressources humaines. Il ne l'a pas. Donc c'est considéré comme une charge comptable qui sera remboursée à la ville. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Oui. Deuxième remarque, c'est une délib qu'on va voter justement sur la réduction du temps de la secrétaire. Est-ce qu'on peut poser la question, enfin comme vous voulez, mais peut-être juste après? Je trouve que c'est lié parce que finalement ça pose la question de où on en est de la mutualisation, puisque finalement la réduction de ce temps de travail est liée à la fin de la police pluricommunale, d'après ce que je comprends. Alors, je laisserai Michel s'il souhaite rajouter, mais pour le coup, la question de la mutualisation du poste de police, il a toujours été sur la table, il est toujours, le CSU, ça avance, ça met du temps. Je peux vous dire que le temps administratif, surtout quand on est quelqu'un comme moi qui vient du privé, on apprend ce que c'est. Vous savez, ça fait combien de temps? Ça fait quelques temps qu'on avait longuement débattu sur l'armement, etc. Ils sont toujours pas armés, nos policiers, il y a un sacré temps de formation d'administratif, etc. De la même manière, sur ces sujets-là, ça met beaucoup de temps, c'est vrai. Donc après, Michel, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Et la formation, oui. Je pense que le temps, c'est aussi le temps observé. Ce n'est pas seulement le temps qu'on a devant nous pour réaliser les projets. Et là, en l'occurrence, concernant l'assistante dont vous parlez, on a observé depuis à peu près 2 ans qu'elle consacrait beaucoup de temps pour Verneuil, beaucoup de temps pour le Civucop et pas de temps pour Vernouillet. C'est aussi la volonté de la ville de Vernouillet de ne pas faire appel à ses services. C'est son droit. Nous, il se trouve qu'on la sollicite aussi pour des arrêtés temporaires, permanents, qui concernent la ville de Verneuil. Elle a un rôle également d'être l'assistante de notre directeur de la sécurité et de la prévention, et donc de la police municipale. Donc il nous a paru équitable, et c'était aussi une demande de nos amis de Vernouillet, et ils avaient raison, il nous a paru équitable de refinancer, en tout cas de laisser financer par la ville, la moitié de sa rémunération. L'autre moitié correspond au travail qu'elle fait directement pour le Civucop, le travail de secrétariat que vous pouvez imaginer d'une administration comme le Civucop. Donc c'est un ajustement comptable, ce n'est pas lié au projet qu'on a avec Vernouillet de mutualiser ceci ou cela. Voilà, c'est véritablement de l'observation. Alors, ce que je propose, c'est de revenir peut-être au tableau des emplois permanents, parce que c'est la délibération numéro 8. On va commencer par là. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, je propose de la mettre aux voix. On reviendra sur les autres sujets après. Est-ce qu'il y a des abstentions? Opposition? Pardon, abstention. Levez bien les mains, parce que je vois que... Abstention. OK. Opposition? J'en déduis que c'est adopté. De la même manière, sur la modification du tableau des effectifs au 1er février, est-ce qu'il y a des abstentions sur le tableau des effectifs? Je vais m'énerver dessus. Je crois qu'il y a une erreur dans la convocation, puisque le tableau des effectifs n'est pas la bonne date. J'ai un tableau des effectifs de novembre, moi. C'est sur pure formalité. Non, le tableau des effectifs, modification du tableau des effectifs au 1er février 2023. Dans le logiciel, c'est celui de novembre. Ah bah Ouais. On va vérifier, mais de toute manière... C'est compliqué de se prononcer sur le mauvais tableau. Mais pour le coup, Pas on pour peut vous le pinailler, repasser, mais- sans Ouais. souci. Ouais. Mais pour le coup, il a été présenté, donc je propose d'avancer quand même. Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention?
Opposition? J'en déduis que c'est adopté. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de ne pas prendre l'ordre du jour dans l'ordre, paradoxalement, mais puisqu'on a déjà défriché largement le sujet, je propose de sauter la délibération 10, on y revient juste après, mais de passer tout de suite à l'avenant à la convention de mise à disposition d'un agent du Civucop, puisque c'est le sujet qui vient d'être discuté à l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui. Si vous me permettez, il y a quelque chose que je ne comprends pas sur la réponse que vous avez faite à M. François Dainville tout à l'heure. Attendez que je reprenne bien les éléments, que je ne me trompe pas. Lors du jour du conseil du Civucop du 9 juin, il y avait la proposition du schéma d'organisation du Civucop mis en place, c'est indiqué sur les documents, mis en place au 1er septembre 2022. On voit l'opération fonctionnelle et administrative de la police intercommunale. Vous avez botté en touche la question de Blaise. Ça serait peut-être bien de nous répondre quand même correctement. Est-ce que oui ou non, cette mise en place du 1er septembre 2022 est effective ou pas? Non. Et par ailleurs, c'est à votre demande, je rappelle. C'est même dans la presse. Hein. C'est à votre demande. Vous aviez dit que vous étiez opposé à la mise en place d'une intercommunalité trop vite, que vous vouliez d'abord qu'il y ait une pluricommunale et qu'il fallait prendre le temps. Je dois avouer que ça a été un sujet qui a été discuté largement avec Vernouillet. Et du coup, nous avons décidé de ne pas avancer. Bah, comme quoi, hein. Vous voyez? Là, je pense que vous faites un peu de polémique, très honnêtement. Ah non. Comme on vous l'a dit, et je vous l'ai dit, je pense que je dirais que le CSU était une occasion et est une occasion mais il l'est, ça a été voté, de par faire contre. de l'intercommunalité, de faire de la mutualisation. Bien sûr. C'est ça le sujet prioritaire. Mais on est le d'accord. défend et on y croit. Et ben nous aussi. Et on le promeut. Voilà. Eh ben on est tous d'accord. Et du coup, je vous propose, pour ce qui est de la convention de mise à disposition d'un agent au Civucop, d'avancer. Est-ce qu'il y a abstention, opposition? J'en déduis que c'est adopté. Et de passer à un sujet moins amusant, à savoir la mise à jour de l'indemnité télétravail. Paul, si tu veux prendre la main. Oui, ça va être très rapide. Donc, la délibération concerne l'instauration d'une allocation forfaitaire de télétravail de 2,88 € par journée de télétravail effectuée à compter du 1er janvier 2023. Son montant annuel est plafonné à 253,44 € et le versement de cette indemnité, cette allocation, est trimestriel. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Je propose de mettre au vote. Abstention, opposition. J'en déduis que c'est adopté. Ce que je vous propose, pour le faire dans l'ordre, c'est de ne pas vous faire la lecture de la totalité des décisions, puisqu'on va passer à ce moment des décisions. Vu le paquet de décisions, je vous propose plutôt de me mettre à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions relativement aux décisions? Oui, moi j'aurais une question sur la 2022-153, de quoi il en ressort en fait. 2022-53. 153. 53. C'est contrat pour une étude prospective scolaire pour les services de la mairie. Oui. Avec la société Codra. Oui, en deux mots pour vous répondre, tout en trouvant le document, il s'agit d'une étude qui est en cours de réalisation à la demande des services parce que vous savez que la densification de la ville avec les différents programmes immobiliers qui ont été lancés entraîne l'arrivée de nouveaux élèves et c'est une bonne chose d'avoir de la jeunesse, mais par contre, nous avons des craintes dans nos écoles de ne pas être capables d'absorber les nouveaux élèves qui vont arriver dès 2023. Dès la rentrée, au regard du fait que le Clos du Château est désormais habité et qu'on a des élèves qui arrivent. Nous avons des craintes d'être en manque de salles, qu'il nous manque pour la rentrée 1 à 2 salles, mais pour pouvoir faire une prospective sur la durée, l'objectif de cette étude est de pouvoir réellement objectiver le sujet et de pouvoir ainsi revenir probablement dans les prochains conseils municipaux, si jamais c'était le cas, avec des propositions. C'est vraiment aussi pour se projeter sur les bâtiments, bien sûr. Monsieur le maire, c'est très bien cette étude, mais il y a un précédent conseil municipal, vous aviez dit que vous aviez des craintes sur des fermetures de classes. Donc oui. Le discours est un peu bipolaire là. Mais non. Si. Mais non, ça dépend lesquels c'est, puisqu'en fait le problème, c'est vous avez une carte scolaire, donc la carte scolaire peut être revue aussi. Elle évolue. Vous avez une carte scolaire. Oui, mais elle évolue la carte scolaire. Mais non. Elle évolue la carte scolaire. Le problème, c'est que vous avez des écoles avec des fermetures de classes et des écoles où vous avez des besoins d'ouverture de classe très forts. Par exemple, au centre-ville, à partir du moment où vous avez Atlante, vous avez le Clos du Château, vous avez des constructions fortes, forcément, quand on a une école Jean Jaurès qui est déjà extrêmement débordée, qui est saturée au possible, ça pose des questions et des problèmes. Et on ne va pas aller scolariser un élève qui est Clos du Château à la Source sous prétexte que là-bas, on a de la place. En sachant que demain, sur la Source et la Garenne... Il y a déjà des déplacements vers Dolto.
je crois, de mémoire sur Jean Reyss. Donc il y a déjà Mais des organisations qui sont faites. Il y Donc, a vous toujours pouvez pas des. avoir un Il y a discours. Non, mais toujours. ce que je veux juste dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir un discours bipolaire de dire un conseil municipal précédent, on a des risques de fermeture de classe, et là nous dire qu'on dépense 30 000 balles pour faire une étude pour absorber l'arrivée de nouvelles populations. Alors, Enfin, au bout d'un moment, il faut être cohérent. C'est juste ce que je vous demande. Je pense que vous confondez le court et le moyen et le long terme. Dans le long terme, nous allons avoir des besoins forts qui doivent se préparer maintenant. Parce qu'à partir du moment où vous avez 600 logements qui sortent de terre maintenant, et ben demain, vous allez avoir forcément des modifications à faire sur les bâtiments. Sur du court terme, évidemment, on trouve des arrangements et les services trouvent des arrangements. Même si on est bien tous d'accord que ce n'est pas évident de devoir chaque année être en première ligne, hier avec Sophie, maintenant avec Carole, pour refuser aux parents des modifications de leur attribution, parce que dans la carte scolaire, si on n'est pas super rigoureux, et ben on se retrouve à devoir fermer des écoles. Donc l'objectif, je l'ai dit l'année dernière, c'est de sauver toutes nos écoles de proximité. Il y avait des risques. Mais surtout, pourquoi? Parce que typiquement, Cosma est une école où il n'y a pas de nouvelles constructions là-bas et où il y a de moins en moins de jeunes. Mais si on veut sauver Cosma, il faut revoir, la carte scolaire et deux, se projeter sur le futur parce que vous avez ces nouveaux défis qui arrivent. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que vous avez des écoles où la question ne se pose pas et puis vous avez des écoles où la question se pose de manière démesurée. Évidemment, vous imaginez notamment pour l'école maternelle La Garenne, avec toutes les constructions qui sont sur la Faisanderie, que ça aura un impact fort et qu'on n'a pas forcément assez de nombre de classes dès les prochaines rentrées, évidemment. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur des décisions. Si, j'en ai une. Allez-y. 2023-024, c'est concernant le contrat de fourniture de licence Microsoft 365 via un cloud service provider, soit en 365 basique 4849 et en 365 standard 12 930. Donc à peu de choses près, on va dire 18 000 euros. Et ce sont des montants mensuels. Je voudrais juste savoir pour combien d'utilisateurs. Merci. Franchement, je vous laisserai voir avec la DSI. Vous posez la question, je ne connais pas tous les détails. Non. Oui, il y a une autre question. Oui. Je vois un truc que je trouve intéressant, c'est la collecte des déchets du marché, en fait, qui aura lieu maintenant les dimanches après-midi et mercredi après-midi. Je trouve que ce qui est préférable au fait qu'avant c'était plutôt le lendemain et donc ça restait toute l'après-midi et les deux après-midi, donc ça c'était un peu problématique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que je vois qu'il y a un contrat de location pour les commerçants du centre-ville, pour un local. Je voudrais comprendre comment cette collecte va être faite et est-ce que ça va être amené à changer? Est-ce que la loi change au niveau de la GPSO là-dessus, sur la collecte des commerçants? Le temps que ça fonctionne, je remplis. Voilà. C'est bon, Catherine, je te laisse la parole. Alors, sur la collecte des déchets du marché, elle n'est plus assurée par la communauté urbaine depuis le 1er janvier, il y a un an. Et donc, suite à ça, il y avait un prestataire, mais qui était plutôt temporaire. Et là, nous partons vers une prestation plutôt pérenne, avec une nouvelle société. Et en effet, il s'avérait que parfois, le dimanche, enfin, pas parfois, la société précédente ne ramassait pas le dimanche, ramassait le lundi, donc voilà, c'était pas forcément la meilleure chose en fait de laisser les déchets une journée. Donc le prestataire en effet assurera la collecte juste après le marché, la fin du marché. Alors votre question précise par rapport à ça, donc il y a une prestation en tout cas qui est nouvelle, c'est vrai. Après sur les commerçants, est-ce que vous parlez du local qui est sur le Clos du Verger? Je pose la question de qui va faire la collecte en fait pour ce qu'il y a dans ce local. Alors aujourd'hui, le local commerçant Clos du Verger, aujourd'hui donc c'est la communauté urbaine qui ramasse les déchets. Il est prévu, ça devait déjà être mis en place, mais là ça a été reporté, que ça ne soit plus assuré par la communauté urbaine à terme. Et que ça soit en effet une prestation annexe de nouveau. La date n'est pas, de ma connaissance, n'est pas encore figée.
Concrètement, ça veut dire quoi pour les commerçants? Ça veut dire qu'ils vont devoir contractualiser eux-mêmes pour l'enlèvement des déchets qui sont dans ce local. C'est la loi, enfin pour le coup, c'est la loi qui a évolué et qui entraîne ces obligations. Les commerçants peuvent se faire accompagner par la CCI, hein, qui les accompagne dans ce type de démarche. Ça ne concerne pas que les commerçants, si je puis préciser, parce que ça a aussi des implications financières pour la commune et pour d'autres types d'acteurs, notamment parce que ça concerne les commerces, mais aussi les déchets, par exemple des crèches, des écoles, et notamment, je pense à Notre-Dame-les-Oiseaux, qui est fortement impacté par ce sujet. D'ailleurs, nous travaillons avec eux, notamment sur ce sujet, parce que c'est pas simple, évidemment, ce sont des nouvelles charges qui tombent un peu du ciel et qui sont incertaines, puisque pour l'instant, c'est pas obligatoire, mais ça va le devenir, donc autant préempter le sujet. Oui. Sur la 2023-020, pour 18 000 euros, le contrat d'entretien des terrains, pourquoi ça n'a pas été mis dans le marché public sur la gestion des espaces verts de la ville? Parce que ce sont des interventions qui sont spécifiques sport et qui étaient hors marché, voilà. Je peux ajouter en plus, on a une machine qui entretient régulièrement aussi le terrain de foot sport. Donc ce n'est pas forcément le même besoin que les espaces verts en général. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur des décisions? Oui, Socrate? D'ordre général. Alors, stop. S'il y a des questions d'ordre général, je les prends après. Puisque dans l'ordre, c'est les questions écrites, puis les questions orales, puis ensuite la fin du conseil. Et s'il n'y a plus de questions sur les décisions, je propose de passer sur les questions écrites. Et je crois que nous avions une question écrite de Georges-Édouard Bacle. C'est moi qui dois la lire? C'est ta question. Enfin, la dernière, alors non, c'est le groupe AEPV déjà. Et Primo et Dezio, la dernière question écrite, enfin la seule qui a eu d'ailleurs depuis, c'est vous qui l'avez lue. Je peux la lire, moi je peux faire avec. Ouais, merci. Faut tout faire. Monsieur le maire, la nouvelle équipe municipale est en place. Alors il y a des coquilles. En place depuis début 2 ans et demi. Dans ce laps de temps sont partis une directrice de la police municipale, une directrice des services techniques, puis au bout de quelques mois, le directeur des services techniques qui l'avait remplacé. Une directrice de la communication, un responsable de l'urbanisme, une directrice de la petite enfance, une directrice du CCAS remplacée par une autre démissionnaire elle aussi, et plus récemment un directeur de l'école de musique. Ces départs répétés qui sont de nature à altérer et le bon fonctionnement d'une organisation mettent en exergue le mal-être qui existe au sein des équipes municipales. Les membres de notre groupe s'étaient déjà inquiétés de cette hémorragie à l'époque où ils assistaient encore aux bureaux municipaux. L'explication cache-misère reposait sur les turnovers des équipes. Or, nous constatons aujourd'hui que l'hémorragie de départ continue. Ne croyez-vous pas que cet état de fait est le reflet d'une véritable scission entre élus et agents, certains élus se comportant comme de véritables chefs de service qu'ils ne sont pas, ni statutairement, et ni encore moins au niveau des compétences? Merci, le groupe AEPV. Puisqu'on en est à la lecture, je vais continuer. Merci, Monsieur Bacle. Merci, le groupe AEPV, pour votre remarque. Je voudrais vous répondre chiffres à l'appui, afin que les Vernoliens et vous-même puissiez vous faire un avis sur la situation du personnel municipal. Regardons ensemble des critères concrets. D'abord, l'absentéisme. En 2019, je fais exprès de prendre des dates avant notre arrivée, nos agents se sont arrêtés un total de 6 750 jours. J'exclus l'année 2020 parce que vous allez dire que je triche. Du fait de Covid, on est en effet très en deçà, 5 845. Cela dit, en 2021, l'évolution était également de moins 10% pour 5 178 jours. Vous allez me dire, OK, il faut regarder sur l'année 2022. En 2022, nous sommes sur 4 886 jours. Des chiffres donc en forte baisse, ce dont je me réjouis. Ensuite, le turnover. Vous évoquez moins d'une dizaine de départs, et si je ne fais pas erreur, c'est donc une part infime. Sachez que vous biaisez donc les chiffres, puisqu'en fait, si je puis me permettre, ceux-ci sont bien plus importants. En 2019, année normale, ce n'est pas une dizaine, c'est 38 départs d'agents. En 2020 et 2021, vous allez me dire que le Covid a dissuadé les départs malgré le renouvellement d'équipe municipale. Ce sont 30 et 35 départs seulement que nous avons comptés dans nos effectifs. Très en deçà des années précédentes. Par conséquent, les inquiétudes d'hémorragie que vous évoquiez, lorsque vous siégez encore dans la majorité, n'étaient pas du tout rationnelles. Mais en 2022, par contre, pour vous donner raison, oui, il y a effectivement une hausse des mouvements du personnel à Verneuil, comme d'ailleurs dans toutes les autres communes, mais aussi comme on peut l'observer dans toutes les administrations et entreprises privées en cette période de sortie de Covid. Les chiffres ne sont cependant pas affolants, on parle de 59 départs. Alors encore une fois, sortie du Covid, effet a posteriori de l'arrivée d'une nouvelle équipe, départ annoncé de notre directeur général des services avec un impact logique sur certains cadres, inflation, extension de l'offre de télétravail, évolution profonde des comportements,
Concurrence des communes, les causes sont multiples et il serait très réducteur d'en chercher des simples pour ne pas dire simplistes. Cela dit, puisque vous êtes bon en mathématiques, je vous laisse faire la moyenne afin de comprendre pourquoi les chiffres ne sont vraiment pas affolants. Sur les 3 dernières années, la moyenne du nombre de départs est finalement à peine supérieure à l'année 2019, année particulière de fin de mandat, ce qui témoigne en fait simplement d'un rattrapage des années Covid. Mais plusieurs choses pourraient être très précis. D'abord, au-delà des chiffres, pour ce qui est des cadres qui sont partis, au-delà de cas particuliers, je pense notamment à nos retraités, c'est toujours pour des promotions externes. Alors vous savez, en conseil municipal, je n'ai pas le droit de faire du cas par cas, mais cela dit, nous avons en particulier des prises de poste sur des communes de taille plus importante, ce qui a pour seule incidence négative du côté de la mairie des pots de départ assez festifs, mais en tout cas aussi également parfois déchirants. Verneuil est donc un tremplin pour la carrière de nos agents, ce dont pour le coup je me félicite. Deuxièmement, puisque vous parliez de turnover et de scission entre élus et agents avec des élus incompétents qui terroriseraient les équipes, sachez que notre équipe et notre travail ne plaît pas seulement aux Verneuiliens, il donne aussi envie aux agents de travailler avec nous. La preuve, en 2019, je fais exprès de repartir de 2019, ce sont 42 agents qui ont rejoint les effectifs. En 2020, ce sont 30, en 2021, c'est 37. Cette baisse, elle s'explique encore une fois par les années Covid, avec un rattrapage systémique sur l'année 2022. La preuve, en 2022, ce sont 69 recrutements. Et quand je parle de symétrie, je vous laisserai faire encore une fois la moyenne, et c'est assez amusant pour en convenir par vous-même, puisque cette situation, elle est à double visage. D'abord un visage mathématique, c'est un simple rattrapage, mais aussi, il faut noter une vraie professionnalisation de nos services par ces nouveaux recrutements. Car au-delà de la quantité, c'est bien sûr sur la qualité qu'il faut juger. Enfin, troisièmement, il me semble important de rappeler qu'au-delà de ces chiffres, l'attractivité de Verneuil ne se dément pas. Au-delà de postes spécifiques et des tendances nationales, bien sûr, nous n'avons pas de difficulté à recruter. Et nous veillons à rester sur une commune qui, par ailleurs, est attractive pour les agents et qui le sera toujours plus, puisque vous vous souvenez des derniers conseils municipaux, nous avons voté les tickets restaurants, le sport méridien, les formations, comme tout à l'heure. Nous sommes la première commune avec les élus formés sur les enjeux cyber et nos agents le seront très prochainement, mais également la mobilité interne, l'accompagnement à l'instant du télétravail, rien n'est négligé. Pour conclure, si vous essayez par votre question de nous faire passer pour des bourreaux, je crains que vous ayez pris un mauvais angle d'attaque et je vous souhaite une bonne soirée et je propose de passer aux questions orales et Socrate en avait une. Juste sur la réponse, parce que vous avez été très vite, vous pouvez redire le nombre de départs sur 2022 et le nombre d'embauches? Parce que c'était pas très clair, je suis désolé. Oui, et sinon vous pourrez le revérifier en replay. Mais alors, nombre de recrutements en 2022, 69. Et nombre de départs, tac. Je crois que c'était 58. 59 et 69. Ok. Mais tous les chiffres, de toute façon, on peut vous les mettre à disposition, il n'y a pas de souci. Pardon, Socrate. J'ai une question à l'ordre général et je m'expliquerai après la question, les pourquoi. Je voudrais savoir où on est avec les caméras de surveillance de la ville. Pour la simple raison, c'est que j'habite avenue de la Forêt, qui croise avec la rue du Parquet Noir, et c'est un danger public. Et quand je dis danger public, je maîtrise mes mots. Il y en a au minimum 3 fois par semaine des voitures qui prennent les choses interdites. Il y en a pas mal des enfants dans cet endroit-là. Et c'est inadmissible de voir les gens. J'ai pu réussir à avoir 2, que je l'ai fait la leçon, mais ce n'est pas à moi de faire tout ça. Donc, je voudrais savoir où on en est avec les caméras de la ville. Merci Socrate, si je puis me permettre, de te rallier à notre position sur les contrôles de police et les caméras. En l'espèce, les caméras arrivent, je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, elles arriveront officiellement d'ici l'été. Et bien entendu, nous allons pouvoir faire aussi de la vidéo-verbalisation. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans ce type de cas. Typiquement sur cette rue où c'est vrai, il y a de nombreuses voitures qui peuvent être en sens inverse. C'est super dangereux. Il faut renforcer les contrôles. Nous avons toujours cette difficulté de recruter des policiers municipaux parce qu'il y a une forte concurrence, mais c'est une priorité. Par ailleurs, au-delà de cette priorité, oui, nous sommes à l'écoute de tous les élus. La police, mais c'est vrai qu'il y a l'endroit entre la rue de Parquet Noir et l'avenue de la Forêt, où il y a une espèce de... Complètement.
Là, il faudrait une caméra. Là, vous ferez des... Eh bien, je vous laisserai boucler avec Ah, Michel, bon, je qui dirai est pas pour le le mot, mais- Civic Hub en charge des caméras, et vous pourrez vérifier sur les plans, il n'y a pas de souci. Ça a toujours été dans cette rue-là. Toujours. Ça s'est juste accentué. Sur cela, je vous propose de conclure le conseil municipal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite également de nous retrouver ensemble pour le prochain conseil municipal en mars prochain. Merci.